Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite le sommaire. Une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran, prélude d'un grand hommage que la structure Mass Production s'apprête à rendre au feu président Lansana Conté ce samedi. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au siège du Parti de l'Unité et du Progrès PUP à Camayen, dans la commune de Dixine. Les échos, c'est dans cette édition. Journée mondiale du don de sang célébrée ce vendredi par le Centre national de transfusion sanguine, occasion pour nous de jeter un coup de projecteur sur le processus de recueil et de distribution des poches de sang. Suivrez les échos dans cette édition. Et puis, prisé mais sans risque, souvent mortel, le métier de mototaxi peut conduire à des accidents dramatiques. Dernier exemple en date dans la préfecture de Pita où s'est produit récemment un accident mortel impliquant justement une mototaxi surchargée de personnes. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Un plan de gestion environnementale et sociale du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta vient de voir jour à Caleta, bien sûr. Il a été lancé ce vendredi par le Premier ministre, chef du gouvernement, dans certains districts de la préfecture de Dubrika. Le plan prévoit l'indemnisation, la réinstallation et l'accompagnement pour les populations des localités de la zone du projet de Caleta. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a connu la participation de certains membres du gouvernement et des populations bénéficiaires. Reportage Mamadi Kamisoko. 11 millions 126 914 Matansi Wuri Bouma. C'est la joie pour Mamadou Bassila. Il fait partie des 315 familles touchées par les travaux d'aménagement du projet Caleta, donc bénéficiant d'une indemnisation. Le plan de gestion environnementale et sociale lancé par le Premier ministre prévoit un développement durable de 5 districts qui ont subi des dommages collatéraux, notamment Wassou, Badi, Tondon dans la préfecture de Dubreka, ainsi que Sogolon et Kolé dans Télimélé. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures socio-économiques que sont un marché et un fourrage à Koubia, un marché et un fourrage à Guénékédi, un marché et un fourrage, l'électrification rurale et un appui au programme de développement de Badi, une école, l'électrification rurale, un appui au programme de développement de Tondo et un appui au centre de santé communautaire de la CRD de Tondo, un appui à l'agriculture et à la pêche, des pistes rurales, plus la dotation de 2 barques motorisées pour la traversée du fleuve Congoulé à Caleta. Les travaux qui sont prévus sont en train d'avancer et que les populations ont massivement adhéré à l'idée de ce projet. C'est d'ailleurs là l'objet du plan de gestion environnementale et sociale. Elle se termine toujours par une audience publique pour expliquer les avantages et les méfaits du projet. Ce plan qui porte sur l'indemnisation, la réinstallation et l'accompagnement est inclus dans le budget global du projet Caleta estimé à 526 millions de dollars américains. En plus, les localités de Badi, Tondon et Koubia bénéficieront de l'électricité produite par Caleta. C'est pourquoi le Premier ministre a invité les populations concernées à adhérer à la démarche du gouvernement. Je tenais donc à remercier, à féliciter les populations qui ont fait preuve de compréhension, de patience, qui ont appuyé le projet, mais en même temps les autorités locales, en les exhortant en même temps d'accompagner la suite, n'est-ce pas, des activités de ce projet. Donc à cette phase-ci, nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs qui ont été impliqués dans la préparation et la réalisation de ce projet. Pour marquer sa volonté à progressivement changer l'image des localités de la zone du projet Caleta, Mohamed Saïd Fofana a posé la première pierre de construction d'un marché moderne pour Koubia. Prestations artistiques ou encore conférence de presse conjointe du ministre d'État chargé de l'énergie et des cadres de Caleta ont aussi meublé la rencontre. Conjuguons les efforts pour l'accès de tous les enfants à l'école. C'est sur ce thème que la journée de l'enfant africain a été célébrée ce vendredi en Guinée. Occasion pour la ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance de se rendre à l'école primaire de Kobaya, c'est dans la commune de Ratoman. Djaka Diakité s'est disposé à venir en aide à cet établissement qui se trouve dans un état pour le moins piteux. El Hadj Oumar Bari était sur les pas de la ministre. Voici son reportage.
Adjadjaka Diakité, en compagnie d'une forte délégation gouvernementale, a été accueilli triomphalement à l'école primaire publique de Kobaya, unique établissement public de la localité, créé en 1961 avec 8 classes pour un effectif de 1611 élèves, dont 833 filles. La présence de Madame le ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance dans cette école est un honneur couplé de grand plaisir pour la direction de l'école qui en a profité pour lancer un cri de cœur. Nous profitons de cette ultime occasion pour solliciter humblement notre assistance pour l'extension de l'infrastructure de notre établissement, permettant ainsi la décongestion des classes et l'amélioration de l'enseignement-apprentissage. Nous sollicitons votre aide précieuse pour voir grandir notre école en ayant à court terme des tables-bancs, l'achèvement de notre clôture et à long terme sa reconstruction. Pour sa part, Adjadjaka Diakité, touché par l'état de délabrement de l'école, a pris acte de doléances et s'est voulu rassurante. En décidant de mobiliser nos partenaires en charge de l'enfance et de susciter de leur part des investissements importants pour la reconstruction de l'école primaire de Kobaya, nous voulons simplement que les enfants de cette localité périurbaine de Conakry réalisent un des droits les plus fondamentaux que constitue l'éducation. Il est inacceptable que des enfants continuent d'être privés de leur droit d'aller à l'école par manque d'infrastructures adéquates. C'est le lieu de lancer un appel à tous pour permettre aux centaines qui ont été scolarisés ou qui attendent d'être scolarisés dans cet établissement de jouir d'un meilleur encadrement dans un cadre moderne et attrayant. La célébration de cette journée fait suite au massacre des enfants de Soweto dont le seul crime avait été de réclamer leur droit de scolarisation. Spectacle chargé d'émotion pour un hommage au feu président Lansana Conté, c'est ce que s'apprête à faire ce samedi la structure Mass Production. En prélude à cet événement grandeur nature, une cérémonie de prière et de lecture a eu lieu ce vendredi au siège du Parti de l'Unité et du Progrès PUP. Elle a réuni du beau monde, occasion pour les uns et les autres d'implorer pour la circonstance la grâce divine pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, Fanta Conté. Une Guinée unie et prospère, tels ont été les maîtres mots de cette cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran, initiée en prélude de l'événement de la structure Mass Production. Une occasion pour les militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès de rendre un hommage mérité au père fondateur du parti, feu général Lansana Conté. Parents, amis et proches collaborateurs étaient tous présents pour témoigner leur reconnaissance à celui qui fut le père de la démocratie et du multipartisme en Guinée. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du président Lansana Conté et pour également la paix, la quiétude, la solidarité en Guinée. Je suis très heureux et très fier aujourd'hui pour magnifier l'homme de tout le temps. Je veux nommer Lansana Conté pour son esprit d'unité, de paix, de concorde pour la Guinée et pour le développement national. C'est une très belle initiative et des initiatives comme ça, tout Guinéen devrait y participer tout simplement parce que c'est pour la paix, c'est pour la réconciliation nationale, c'est l'unité entre les fils. Mass Production, fidèle à son devoir de mémoire, rend hommage au feu général Lansana Conté, une manière de rappeler aux Guinéens les hauts faits de cet homme qui a marqué l'histoire de la Guinée. L'initiative de Mass Production est une initiative de reconnaissance de ceux qui méritent. Le président Lansana Conté est l'homme qui mérite le mieux. Il est important qu'il soit reconnu. Il est important qu'on rappelle ses œuvres, qu'on en parle et que le monde le sache. Je crois que dans notre pays, c'est quelque chose qui manque un peu. Si nous sommes d'accord que nous devons avancer, alors nous avançons sur des exemples qui ont été faits par des autres. Le rendez-vous est donc pris samedi à 20h au Palais du Peuple pour un spectacle spécialement consacré aux œuvres et à la mémoire du feu président Lansana Conté.
Qu'il repose en paix le feu président guinéen. Le Centre national de transfusion sanguine a célébré ce vendredi la journée mondiale du don de sang. C'était au stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Les responsables ont mis l'occasion à profit pour interpeller les citoyens sur l'impérieuse nécessité de donner du sang. Il a aussi été question de louer les efforts des donneurs et autres ONG volontaires pour leur contribution significative à l'atteinte des objectifs du CNTS. Reportage Mohamed Malik Diallo. La célébration en Guinée de la journée mondiale du don de sang fut essentiellement marquée par la collecte de 150 poches de sang dans certains quartiers de Conakry. Autre activité ayant ponctué cette journée, le défilé et la reconnaissance des donneurs bénévoles de la Croix-Rouge et de l'armée, ainsi que des ONG qui œuvrent à l'atteinte des objectifs que s'est assigné le CNTS. Des objectifs qui sont pourtant loin de la disponibilité de cette structure. En effet, sur un besoin annuel de 110 000 poches de sang, seuls 35 000 sont actuellement collectés par an. Tous les jours, de nuit comme de jour d'ailleurs, il y a des patients qui ont besoin de sang. Il y a des femmes qui viennent pour des accouchements, qui ont perdu beaucoup de sang. Et le sang, on ne peut pas le fabriquer, on ne le trouve que dans l'organisme de l'être humain. Depuis plusieurs années, certains citoyens ont fait du don de sang une obligation morale, à l'image de Mohamed Lamine Ba ou de Mohamed Diallo, qui lui dit avoir commencé en 2003 et donné plus d'une vingtaine de fois. Ça me fait plaisir beaucoup de faire le don. Parce que quand tu donnes le sang, tu as sauvé beaucoup de personnes. Le 1er janvier 2001, j'ai commencé à donner le sang. Jusqu'en 2013, j'ai donné 56 fois. Depuis 2007, la Jeune Chambre internationale de Guinée accompagne le CNTS dans sa mission de collecte de sang. Pour ce faire, elle identifie d'abord des universités, conçoit des projets bancables et cherche des financements avant de procéder à la sensibilisation pour la collecte du sang par le CNTS. Depuis qu'on a commencé à accompagner le Centre national de transfusion sanguine, on a donné plus de 800 poches de sang. Et la dernière campagne, le seul jour, ça c'était le 11 mai, on a eu 102 poches dans 2 universités. Et c'est une campagne qui continue la semaine prochaine à l'université Symphonia. Les donneurs volontaires et ONG d'appui au CNTS comme le CREA Concept et la DCI aident ainsi le ministère de la Santé à renforcer l'efficacité de ses programmes. Des programmes tels que la réduction de la mortalité maternelle et infantile ou encore la lutte contre les maladies transmissibles. Le sang n'a aucune connotation raciale, ethnique, politique ou religieuse. Il n'y a que le don de sang qui nous rend universellement solidaires les uns des autres. Tous ces acteurs soutiennent que donner du sang, c'est sauver des vies. Et en parlant justement de ce don de sang, certains militaires du camp Alpha Yaya Diallo ont offert ce vendredi de leur soit 69 poches de sang, les différentes poches recueillies par le Centre national de transfusion sanguine depuis le début de sa campagne vont être analysées comme l'accoutumée avant d'être livrées aux nécessiteux. Le CNTS dit avoir pris des dispositions pour limiter les ruptures de stock de sang. Le don de sang, une question de vie, c'est un reportage signé Adjiratouba. Le sang est un liquide visqueux de couleur rouge qui circule dans les vaisseaux à travers tout l'organisme, dit le dictionnaire. Un organisme au sein duquel il joue des rôles essentiels et multiples. Une nécessité comprise par les forces de sécurité du camp Alpha Yaya Diallo qui, à travers le don de leur sang, disent contribuer ainsi à une autre forme de protection de la population. Notre métier primordial, c'est de sauver des vies. Et sauver des vies, il faut donner ce que tu as. Nous voulons que cette habitude soit pérennisée dans le temps pour aider nos malades qui souffrent dans les hôpitaux. Le sang recueilli par le Centre national de transfusion sanguine, soit 300 à 400 millilitres par personne, est soumis à des tests immunologiques ou de compatibilité et de dépistage de certaines maladies comme le VIH-Sida, la syphilis, l'hépatite B et C. La poche est ensuite vendue à 8 500 francs. Mais à quel moment faut-il transfuser du sang à un patient? Pour prescrire du sang à un patient, il faut être dans une situation où le pronostic vital est vraiment engagé. Dans une situation où aucun médicament ne peut servir le patient. Parce que il y a des signes de, ce qu'on appelle signes de décompensation. Apparemment, le patient va vers son coma. Et dans cette circonstance-là, il faut nécessairement le transfuser, autrement vous le perdez.
À Conakry, la demande en poche de sang s'élève à environ 1200, un chiffre qui augmente en saison pluvieuse. Les plus nécessiteux sont les drépanocytaires, les personnes au stade embryonnaire du sida, les femmes qui viennent d'accoucher, ainsi que les enfants anémiés. La collecte de sang étant souvent faible par rapport aux besoins, le CNTS a mis en place une stratégie pour avoir un stock de sécurité et ravitailler certains hôpitaux. Nous trouvons ce sang avec les donneurs bénévoles et puis avec les donneurs de remplacement qui sont fournis par les familles. La stratégie consiste à demander à chaque famille qui présente un bulletin pour une poche de sang, 2 donneurs. Lorsque les 2 donneurs sont aptes, nous les prélevons et c'est une poche qui part, l'autre poche reste dans notre stock. C'est pour nous aider à ne pas toujours dire il n'y a pas de sang. Toujours plus de sang pour sauver plus de vies. Autre facette de l'actualité, panique à Dixine-Port 2. À l'origine de cette situation, un camion a fait tomber en pleine journée un fil électrique de haute tension. Pas de morts ni de blessés, mais les habitants de la localité restent dans la psychose. Les précisions dans ce reportage de Mfali Guilavogui. Un câble électrique de l'EDG tombé à Dixine-Port a provoqué la panique. Ce fil électrique, au dire des habitants de Dixine, aurait été arraché par un camion qui transportait une machine. Du camion Gongbe, après, il fil là, fil là, fil là, guru, 10 minutes n'a d'engagé, n'a pas mato, n'a pas soara. Après, c'est un camion qui a arraché le fil électrique. Ensuite, un minibus est venu arracher le reste. Ça a provoqué un embouteillage monstre. Le même camion est allé arracher un second fil et on a été pris dans un vent de panique. Les jeunes ont tenté sans succès d'arrêter le conducteur du camion. Si c'était la nuit, il y aurait eu assez de dégâts. Pas de morts ni de dégâts matériels, mais les habitants de Dixine-Port s'inquiètent des branchements anarchiques. Les fils ne sont pas bien tendus. Si c'est la nuit, ça peut créer des dangers. Parce que quand la nuit, on ne peut pas appeler les DG de venir très tôt. On a trop peur pour ça. Il faut que l'État nous aide pour que les fils soient en bon état. Parce que tous les fils sont anarchiques comme ça, c'est un peu compliqué. Je voulais dire seulement à EDG, la direction de EDG, de faire un peu d'effort pour que les fils soient en bon état. Alertés, les agents de l'électricité de Guinée se sont déployés sur les lieux en vue de rebrancher le câble arraché. Les gros camions, avant de charger le camion pour passer, il faut voir d'abord la hauteur. C'est la ville. Mais il y a les camions, les remorques qui chargent maintenant jusqu'à dépasser. Chaque fois c'est comme ça, nous, à Dixine. Les habitants de Dixine-Port ont peur des fils électriques qui sont posés sur leur toit et qui, disent-ils, pourraient causer des dégâts. C'est un litige sur la délimitation de 2 maisons qui dégénèrent. Le cas s'est produit à Matoto. Au cœur de ce litige, Madame Yalikan Kamara, journaliste à l'agence guinéenne de presse, et un sous-lieutenant en service à l'aviation militaire. Les nerfs à fleur de peau, la première a été grièvement blessée par le second. Les explications dans ce reportage de Ben Oumar Silla. C'est un conflit de délimitation entre la maison de Mme Yalikan Kamara, journaliste à l'agence guinéenne de presse, et celle de Mamadou Silla, sous-officier à l'aviation militaire. Après plusieurs tractations entre les 2 protagonistes au quartier et à l'escadron, le conflit se solde par la blessure de Mme Yalikan qui a vu ses 3 orteils cassés par un coup de pelle du sous-lieutenant Mamadou Silla. C'est un problème de l'eau de ruissellement qui descendait et ça débordait de l'autre côté. Donc maintenant, ce monsieur-là est venu pour venir barrer l'eau de ruissellement, mais ils ne se sont pas compris. Mais c'est les 2 bons voisins. Ce jour-là, il y a eu un premier incident, un deuxième incident, madame a porté plainte. Il a fait de quoi la gendarmerie, mais le quartier a saisi le problème. Quand même, le quartier a cherché à remédier à ce problème-là. Ils sont venus, ils ont mis le soubassement sur tout le long du bâtiment. Donc après ça maintenant, le monsieur est venu pour une deuxième fois pour venir coller le sable sur le barrière qu'ils ont eu à mettre là. Maintenant, madame est venue dire, vous ne pouvez pas barrer l'eau qui descend comme ça parce que c'est mon eau du ruissellement qui descend. C'est ainsi maintenant, ils se sont très mal entendus maintenant. Le monsieur avait une pelle
Je crois que c'est là-bas qu'il a pris la peine, il a tapé sur le pied de madame. Donc c'est ainsi, il y a eu ces fractures-là, il a eu les 3 orteils cassés. Pour le dénouement de cette crise entre les deux voisins, les autorités de l'aviation militaire ont fait un déplacement sur les lieux et demandé pardon à la victime. Elles promettent de la dédommager et assurer son traitement. Hier, ils sont venus, ils ont cherché à la dédommager de certains frais qu'on a eu à dépenser à l'hôpital. Donc maintenant, le reste, ils ont pris en charge. Bien que la victime souffre encore dans son lit, mais ce conflit est résolu à l'amiable comme pour dire que l'arbre à palabre africain conserve encore toute sa valeur dans nos sociétés. Les travaux de l'atelier sur la méthodologie de la collecte de données dans le domaine agricole ont pris fin ce vendredi à Conakry. Organisé par le programme de productivité agricole sur financement de la Banque mondiale, l'objectif de la rencontre est d'accroître les rendements au niveau de la riziculture. Aminata Dionton Diallo nous en dit plus. La Guinée a obtenu du Japon un financement de 9 millions de dollars dans le cadre de l'augmentation des rendements au niveau de la riziculture. Un financement qui contribue à appuyer les différents services agricoles du ministère de l'Agriculture, les acteurs au développement, les centres de semences, de production, de conditionnement et de traitement de semences tels que le centre de Kilissi, de Koba et de Bordeaux. Il était aussi question de la réhabilitation du centre de conditionnement et de semences de Gekedo. Pour ce faire, un volet de formation est prévu par le WAP en vue du renforcement des capacités des acteurs agricoles, d'où l'organisation de cet atelier. Donc c'est une formation extrêmement importante puisque qui dit développement parle de la fiabilité des informations et des données. Nous pensons qu'à l'issue de cette formation, nous aurons des données fiables qui seront recueillies sur le terrain pour voir quel est le point de départ. Quel est le point auquel on a bougé, quel était le rendement avant le démarrage du projet, et à la fin du projet, on pourra savoir quel est le pourcentage d'augmentation au niveau du rendement. L'objectif visé par le programme du WAP est basé sur la disposition à temps opportun des données statistiques fiables non seulement sur tous les systèmes de culture de riz, à savoir pluvial, mangrove, bas-fond et plaine, mais également il a besoin de données statistiques sur l'ensemble des segments de la filière riz depuis la production jusqu'à la mise au marché et à la consommation. Je voudrais particulièrement inviter l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires qui joue le rôle de chef de file des statistiques agricoles et alimentaires dans notre département a joué un rôle important pour valoriser les synergies découlant de cet atelier entre les différents services. Il faudra naturellement veiller à ce que les résultats de vos différents travaux sur le terrain soient désormais disponibles et au bon moment. Les formateurs estiment pour leur part que l'essentiel a été fait pendant ces 2 semaines d'échange sur la méthodologie de collecte des données dans le domaine agricole. La formation qui a été organisée a tourné autour des thèmes suivants. La rédaction des thèmes de référence d'un projet, la rédaction de protocoles, la méthodologie de collecte des données par la technique des sondages, la rédaction de questionnaires, le traitement et l'analyse des données statistiques. Une satisfaction chez les participants qui promettent de valoriser cette formation. La conduite de mototaxi en métier à risque et même à très haut risque, surtout dans les zones rurales. Illustration dans la préfecture de Pita où vient de se produire récemment un accident mortel. Une mototaxi transportant 4 personnes a été violemment percutée par un camion. Attention, les images qui vont suivre sont difficiles à soutenir. Mfali Gilavougi. 4 morts, dont un bébé. Le drame s'est produit à Pita. Les victimes étaient sur une moto lorsque le conducteur a perdu le contrôle dans le virage à la rentrée de Pita. C'est un motard en provenance de Bendougou, en partance en ville. Il y avait 4 personnes sur la moto. Arrivé au tournant, puisqu'il était remorqué, émotionné par la présence spontanée d'un camion qui venait dans le sens contraire, pris de peur, il n'a pas pu redresser la conduite.
et finalement, il a percuté le véhicule de la benne. On déploie combien de morts? 4 personnes, 2 femmes, un enfant et un garçon. Toutes les 4 étaient sur la moto. Ce genre d'accident n'est pas une première ici à Pita. La déviation de Petit, où s'est produit ce drame, serait devenu un endroit à haut risque. Au dire de certains usagers, un accident de véhicule provoqué par un motard a fait récemment 25 morts. Le cas spécial de ce tournant nécessite une révision. Heureusement que ce pont a été une fois arrangé, c'est ce qui a amoindri l'accident de circulation à cet endroit. Sinon, dans le temps passé, régulièrement, il y avait des accidents de circulation ici. Le taxi-moto, un métier très prisé dans certaines préfectures, mais souvent source d'accidents mortels à cause des surcharges et le non-respect du port des casques. C'est irrégulier, c'est un transport irrégulier. Ils le font, mais ce n'est pas normal. Cette situation, il faudrait que la population soit conseillée à cet effet. Il faudrait qu'ils se rendent compte que, en dehors de 2 personnes sur la moto, c'est formellement interdit. De leur côté, c'est la gangrène qui joue. Ils ne portent pas de casque. Les victimes de cet accident de moto ont été transportées à l'hôpital préfectoral de Pita. Dans toute la ville, c'est la consternation. Un véritable accident contristant. Place maintenant à la rubrique invité du journal. Mohamed Djibril Kamara reçoit Mamadou Yaya Diallo, vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Au menu de l'entretien, les avancées obtenues lors du dialogue politique au Palais du Peuple. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette rubrique invité du journal qui reçoit ce soir Monsieur Mamadou Yaya Diallo. Il est le vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Avec lui, nous allons parler des avancées, je cite, significatives, c'est en tout cas le terme utilisé récemment par des organisations de la société civile à laquelle il appartient, bien évidemment. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, M. Djibril. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est pour moi un privilège. Alors, effectivement, je l'ai dit tantôt, les organisations de la société civile se sont félicitées récemment, je cite, des avancées significatives obtenues lors du dialogue politique. Est-ce que vous vous associez également en tant que membre de la société civile à cet élan d'optimisme? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans la crise qui menait la société guinéenne. Et aujourd'hui, je me reconnais dans la déclaration que fait la société civile par rapport à ces avancées. D'abord, le plus utile a été obtenu à partir du moment où les 2 partis qui étaient sur un débat contradictoire ont accepté de se retrouver autour de la table pour discuter des questions politiques et politiciennes. Vous savez, je l'ai souvent dit, que pour tendre à un accord substantiel, il faut que les partis en conflit soient disposés à renoncer aux objectifs inconciliables pour l'intérêt supérieur de la nation. Faire des concessions, lâcher de l'Est. Juste exactement. Et là, il faut encore beaucoup saluer le leadership de M. Kaïd Zinit, qui a déployé tout son talent par rapport à ce qu'il a de faire. Aujourd'hui, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation que ces avancées significatives se réalisent. La crise avait atteint un point que tout le monde avait peur. Et il faut reconnaître qu'il y a des extrémistes de tous les bords. Et si ceux-ci acceptent de mettre au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation, franchement, on peut s'en sortir parce que c'est des petits problèmes autour desquels nous discutons. C'est un petit débat. On a vu certaines grandes nations qui aujourd'hui sont sur des avancées significatives par rapport à des progrès scientifiques. Et aujourd'hui, nous, on continue à débattre de petites questions politiciennes et électorales au détriment du peuple guinéen. En tout cas, les acteurs politiques parviennent tant bien que mal à surmonter leurs différends, notamment sur une question d'ordre politique. Alors, ces organisations dont on parlait, la CONACOC, le CNOX et tant d'autres, qui se sont félicités des avancées significatives obtenues lors du dialogue politique, ont également appelé à la mise en place d'une commission
qui ont secoué la capitale ces derniers temps. Est-ce que c'est une option que vous partagez? Voilà, je salue la démarche, quoique tardive. Vous savez, aujourd'hui, en Guinée, il y a une multitude d'organisations de sociétés civiles. Il y a sérieusement une fissure qui a miné la société civile guinéenne, mais une fissure qui, on peut comprendre par l'animation de certains, par des intérêts égoïstes, il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes passés d'une société civile contre le poids du pouvoir à une société civile proche du pouvoir. On a vu certaines figures historiques de la société civile se rapprocher tout à fait de l'État en bénéficiant de certains postes importants qui animent aujourd'hui d'autres qui étaient là au sein de cette même société civile à entamer des démarches un peu assassines par rapport à la République de Guinée. Vous savez, normalement, une société civile est une entité de veille. La société civile est une sentinelle qui observe l'action gouvernementale et qui propose des solutions de sortie de crise. J'ai vu par exemple aux États-Unis où il y a d'un million d'organisations de société civile, mais qui tendent à un objectif principal et commun. Alors, l'état de la société civile, si ça va être ma dernière question, si je vous demandais de me faire un diagnostic de la société civile guinéenne, que me diriez-vous? Vous me diriez que la société civile guinéenne est chancelante, malade, fiévreuse ou convalescente? Je vais tout simplement dire qu'il y a aujourd'hui une multitude de plateformes dont la plupart ce sont des bandes opportunistes qui sont animées par des intérêts égoïstes et qui se servent aujourd'hui de cette société civile pour défendre des positionnements politiques et personnels. La société civile guinéenne actuelle n'est pas une société civile apolitique. Bon, je dirais que la société civile actuelle que la Guinée ne bénéficie pas de beaucoup de crédibilité auprès du peuple. C'est pourquoi récemment, quand j'ai assisté à un débat au Palais du Peuple où on décidait des solutions par rapport au phénomène de violence pour une entité bien déterminée, je leur ai dit que pour parvenir à un résultat satisfaisant, il faut que la démocratie se fasse à la base. C'est-à-dire, on ne peut pas s'asseoir dans un bureau climatisé, décider des solutions du peuple à la base. Il faut toujours aller consulter ce peuple qui est victime ou qui est frustré pour décider ensemble de ce qui peut être des solutions durables. D'accord. C'est sur ces mots que nous allons refermer les portes de fenêtre de ce numéro de votre rubrique invité du journal, la rubrique qui a reçu ce soir, Messieurs Mamadou Yaya Diallo, il est vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Ainsi se termine cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir chez vous. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.